Capsule vidéo, nous allons parler de la déduction. Le principe de la déduction logique est la méthode qui est le plus couramment utilisée pour trouver la bonne réponse. Elle va se reposer sur plusieurs principes. Enfin, le principe suivant en général, c'est une affirmation se déduit du texte si le texte implique l'affirmation. Et donc, il y a 4 notions fondamentales, c'est la similitude, l'implication, la contradiction et la non ou la non-application. Alors, voici un exemple. Tous les matins, Chimène donne à manger à ses 4 chats. Elle se rend ensuite chez Soraya pour prendre un café. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, Soraya aperçoit un chat gris sur un arbre. Elle demande à Chimène s'il lui appartient. Chimène lui répond que non, elle ne possède aucun chat gris. Parmi les 4 affirmations suivantes, lesquelles se déduisent de ce texte? Donc ça, c'est le principe de la déduction. On veut trouver la bonne réponse à partir d'un texte donné. Donc on va analyser tout ça par le principe de la similitude. Enfin, il y a plusieurs concepts: similitude, implication, contradiction, non-application. On va commencer par la similitude. Donc concernant le nombre et les couleurs des chats, le texte peut se résumer à: Chimène possède 6 chats dont aucun n'est gris, parce qu'on sait qu'elle a 6 chats, d'accord? Ça a été explicite dès la première phrase. Tous les matins, Chimène donne à manger à ses 6 chats, elle en a 6. Et par la suite, elle répond que non, elle ne possède aucun chat gris. Donc, on sait bien qu'elle a 6 chats dont aucun n'est gris. Alors, comparons cette phrase à l'affirmation « Aucun des 6 chats de Chimène n'est gris ». D'accord? Le texte dit exactement la même chose que l'affirmation A, mais avec une formulation différente. En d'autres termes, le texte et l'affirmation A sont similaires. Par conséquent, l'affirmation A, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, l'affirmation A se déduit du texte. Voilà. Dans cette capsule vidéo, nous allons parler de la déduction. La déduction, son principe, c'est la méthode la plus couramment utilisée pour trouver la bonne réponse. D'accord? Trouver la bonne réponse en se basant sur le principe qu'une affirmation se déduit du texte si le texte implique l'affirmation en tant que telle. Pour illustrer ce principe, nous allons utiliser 4 notions fondamentales de la déduction: la similitude, l'implication, la contradiction et la non-application. Exemple, tous les matins, Chimène donne à manger à ses 6 chats. Elle se rend ensuite chez Soraya pour prendre un café. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, Soraya s'aperçoit un chat gris sur un arbre. Elle demande à Chimène s'il lui appartient, et Chimène lui répond non, elle ne possède aucun chat gris. Parmi les 4 affirmations suivantes, lesquelles se déduisent de ce texte? Donc on va commencer par le premier pilier de la déduction, qui est la similitude. Donc si on résume le nombre et la couleur des chats, regardez, première phrase, Chimène donne à manger à ses 6 chats, donc elle en a 6. Et vers la fin, on voit que Chimène répond qu'elle ne possède aucun chat. Donc on se résume à: Chimène possède 6 chats dont aucun chat est gris. Excusez-moi, elle ne possède aucun chat gris. Donc ça se résume à: Chimène possède 6 chats dont aucun n'est gris. On va comparer donc cette phrase à l'affirmation A qui dit que aucun des 6 chats de Chimène n'est gris. Le texte dit exactement la même chose que l'affirmation A, mais avec une formulation différente. En d'autres termes, le texte et l'affirmation A sont similaires. Par conséquent, l'affirmation A se déduit du texte. Donc ça, c'est de la similitude. Donc c'est des questions qui pourraient demander à l'examen quand vous aurez des énoncés, un texte, et trouver l'information sur ce qui correspond à ce qui est donné dans le texte. Donc ce genre d'exercice, peut-être qu'on l'utilise peut-être pour un petit énoncé, mais vous savez que dans la partie raisonnement, vous avez au moins un gros texte à lire et vous avez plusieurs questions qui se basent sur la lecture de texte. Et si vous voulez, par exemple, ce genre d'exercice peut s'appliquer également dans la déduction. Donc il n'y a pas quelque chose comme une lecture passive, il y a une lecture active. Et donc quand vous allez analyser un paragraphe, comme ici, donc tous les matins Chimène, etc., donne à manger à ses chats, etc., imaginez que vous avez un long texte et vous avez ce paragraphe-là. Vous voyez que par la déduction, par le principe de similitude, vous devez répondre à l'énoncé, au questionnaire vis-à-vis du texte. Donc c'est une méthode, si vous voulez, que je vous enseigne ici, c'est comment lire un texte, en fin de compte. Ce n'est pas que pour des petits exercices, des petits énoncés, c'est aussi
pour savoir résoudre les questions qui sont sur l'analyse d'un texte. Un autre type de déduction qui est l'implication, donc ce qui va concerner le nombre de chats, le texte se résume à Chimène possède 6 chats. Donc on va comparer à cette phrase à l'affirmation B que Chimène possède moins de 10 chats. L'implication, ça veut dire quoi? Si l'affirmation B dit que Chimène possède moins de 10 chats, mais le texte ne dit pas la même chose, il dit que Chimène possède 6 chats. Toutefois, le texte implique l'affirmation B, parce que si Chimène possède 6 chats, alors ça veut dire qu'elle en possède moins de 10. Okay, donc ça veut dire que si l'événement A implique B, en fait A implique B, si A est vrai, alors B est vrai. Donc ici c'est le principe de l'implication. Si Chimène a 6 chats, on dit que 6 est inférieur à 10. Voilà, la règle que A implique B, ça veut dire que 6 est inférieur à 10. Or, on en a 6, donc ça veut dire qu'il en a moins que 10. Donc ça veut dire que Chimène a moins de 10 chats, c'est vrai. Donc ça se déduit du texte. Maintenant, nous allons parler de la contradiction. Concernant le nombre et la couleur des chats, le texte peut se résumer à Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris. D'accord? Donc là, c'est la différence de la similitude, c'est Chimène possède 6 chats dont aucun n'est gris. Et là, dans la contradiction, c'est Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris. C'est comme ça qu'on résume. Et on va comparer cette phrase avec l'affirmation C. Chimène possède un chat gris. Justement, Chimène a dit qu'elle n'a aucun de ces chats qui est gris. Donc, l'affirmation C dit que Chimène possède un chat gris. Or, le texte dit le contraire. Elle dit elle-même qu'elle n'a aucun des 6 chats, enfin, aucun de ces 6 chats qui est gris. Donc, l'affirmation C ne se déduit donc pas du texte. C'est la contradiction, parce qu'il est contradictoire, cette affirmation, par rapport à ce qui est dit dans le texte. Déduction de la non-application, si on résume le texte, donc Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris, donc ça reste toujours la même chose. On va comparer avec l'affirmation Chimène possède au moins un chat noir. L'affirmation D dit que Chimène possède au moins un chat noir, or le texte ne dit pas que Chimène ne possède pas de chat noir. Donc tant qu'on n'a pas prouvé le fait qu'elle n'ait pas de chat noir, ça veut dire que tant qu'on ne prouve pas le contraire, ça veut dire que c'est une possibilité. On est sûr à 100% qu'elle n'a aucun de ces 6 chats qui est gris, ça c'est une certitude. Maintenant, on ne sait pas les autres couleurs de ces autres chats. Donc si ça se trouve, ils sont roux, ils sont blonds, ils sont noirs, etc., etc. Donc tant que le texte ne prouve pas la preuve qu'aucun de ces 6 chats est noir, ça reste une possibilité. Et donc ça ne rentre pas en contradiction avec le texte. Donc c'est la non-implication. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est direct, qui est impliqué par le texte, mais c'est quelque chose qui est indirectement déduit par hypothèse, au fait que tant que le texte ne dit pas une contradiction de cette information-là. Donc l'affirmation D se déduit du texte. Il est possible qu'aucun de ces 6 chats soit noir. C'est tant que voilà. Donc on dit il est possible qu'aucun soit noir, mais il est possible aussi qu'elle ait un chat noir. Et ça, on n'en sait rien. Mais au moins, le texte il ne dit pas une précision vis-à-vis de la couleur noire. Donc ça, c'est la non-application par la déduction. Donc, pour résumer, si le texte dit « Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris », l'affirmation dit qu'aucun des 6 chats de Chimène est gris, alors là, est-ce que ça s'est déduit par le texte? Oui, et on appelle ça la similitude, parce qu'on prend le texte, on regarde l'affirmation, ça correspond, ça colle directement, ils sont tous les deux équivalents. Alors, Chimène possède 6 chats, possède 6 chats et aucun n'est gris. L'affirmation dit que Chimène possède moins de 10 chats. C'est quelque chose qui est une implication parce qu'on sait que 6 est un nombre inférieur à 10. Or, si 6 est vrai, et sachant que 6 est inférieur à 10, cela implique qu'elle a moins de 10 chats. Donc oui, c'est une implication. Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris. Chimène possède un chat gris. Ça, c'est faux, cette affirmation-là, de dire que Chimène possède un chat gris, parce que justement, elle a dit qu'elle n'a aucun gris. Donc c'est une contradiction par rapport au texte. Donc non, ce n'est pas déduit par le texte. Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris. Chimène possède au moins un chat noir. Dans le texte, on ne sait pas si... Enfin, dans le texte, on ne dit pas si elle possède des chats noirs ou même aucun chat noir. Ça reste une question ambiguë, mais ça peut être une hypothèse qu'elle en a peut-être, mais ça ne se déduit pas du texte. Ça ne se déduit pas du texte.
C'est la non-implication. Donc non, l'affirmation ne se déduit pas du texte, donc non, c'est une non-implication. Comme j'ai dit, l'affirmation D ne se déduit pas du texte. Il est possible qu'aucun des 6 chats de Chimène soit noir. Peut-être qu'elle a au moins un chat noir, mais on n'en sait rien. Cette hypothèse n'est pas vérifiable, parce qu'on a juste les informations du texte. On ne peut pas savoir plus. Alors, c'est les différents types de déduction, la similitude, l'implication. Mais alors, la contradiction, c'est une déduction du fait que c'est en fait une contre-déduction. Donc, c'est même pas une sorte de déduction, en fait, la contradiction. La contradiction, c'est justement quelque chose qui casse la déduction. Ok. Alors, la non-application, ben voilà, comme l'exemple avec le chat noir, on n'a pas d'information vis-à-vis de la couleur du chat. Si on a des chats noirs, ben là, ça ne se déduit pas du texte, et donc c'est une non-application. Okay. Donc, le raisonnement par déduction, il me faut la moyenne aux examens du mi-semestre pour avoir mon année. Je n'ai que 9 de moyenne aux prochains examens, je ne validerai donc pas mon année. Donc voilà, si j'ai un échec, ben, je ne validerai pas mon année parce que je n'ai pas la moyenne. Au Canada, les avocats doivent passer par le barreau pour exercer leur profession. Si je ne passe pas le barreau, je ne pourrai pas défendre un client en tant qu'avocat. Si vous voulez, c'est aussi la contraposée de la phrase. Donc, les avocats doivent passer au barreau. Donc, passer au barreau implique exercer la profession. L'équivalent par la contraposée, c'est il faut inverser les termes et le mettre en forme négative. Donc, non P implique non B. Ça, c'est ce qu'on a vu de fond en comble durant le chapitre 3 sur la contraposée. Dans le chapitre 3 en raisonnement, dans la capsule que normalement vous devez avoir maîtrisé jusqu'ici. Et donc, si je ne passe pas le barreau, donc ici, les avocats doivent passer le barreau pour exercer la profession. Si je ne passe pas le barreau, je ne pourrai pas défendre un client en tant qu'avocat. Parce que quand vous ne passez pas par le barreau, vous ne pouvez pas exercer. Ça, c'est quelque chose qui... donc, il faut le barreau pour exercer la profession, d'accord ? Mais si vous n'avez pas la profession, cela implique que vous n'avez pas passé le barreau. D'accord ? Donc, là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ici, il y a un piège, c'est les avocats doivent passer le barreau. Donc ici, vous voyez qu'il y a un piège. Ce n'est pas juste ce que j'ai écrit parce que, en fait, c'est une condition nécessaire. Ok ? Donc là, ce que je dois faire, attention, c'est ici, dans cette vidéo, nous allons parler de la déduction. En fait, la déduction logique, c'est la méthode la plus couramment utilisée pour trouver la bonne réponse. Elle va se baser sur le principe qu'une affirmation se déduit d'un texte si le texte implique l'affirmation. Et donc, il y a 4 notions fondamentales pour déduire les informations d'un texte. C'est la similitude, l'implication, la contradiction et la non-application. Ici, un exemple. En fait, le but de cette capsule, c'est surtout vous aider à ne pas uniquement résoudre des petits exercices avec un paragraphe, mais c'est surtout aussi pour savoir comment lire un texte pour l'examen de raisonnement. N'oubliez pas que dans l'examen de raisonnement, vous avez peut-être un texte qui fait 1 ou 2 pages, et donc vous avez plusieurs paragraphes, et quand vous avez des questions vis-à-vis d'un certain paragraphe, comment déduire ces informations d'un texte ou d'un paragraphe venant d'un texte, en fait, c'est le but de cette capsule vidéo. Alors ici, comme je ne peux pas vous donner un long texte parce que le but ici, c'est quelque chose qu'on veut juste synthétiser la méthode, donc je vous donne un petit paragraphe ici. Tous les matins, Chimène donne à manger à ses 6 chats. Elle se rend ensuite chez Soraya pour prendre un café. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, Soraya aperçoit un chat gris sur un arbre et elle demande à Chimène s'il lui appartient. Chimène lui répond « Non, elle ne possède aucun chat gris ». Parmi les 4 affirmations suivantes, lesquelles, attention, c'est pas un QCMA, un choix multiple, là je marque lesquelles, donc en pluriel. Bon, à l'examen, vous aurez qu'une seule bonne réponse, mais ici, c'est juste pour illustrer le principe, donc peu importe.
Parmi les 4 affirmations suivantes, lesquelles ne se déduisent de ce texte? A, B, C, D, je vous laisse lire à votre aise. Donc, aucun des 6 chats n'est gris. Chimène possède donc moins de 10 chats. Chimène possède un chat gris. Chimène possède au moins un chat noir. Bon, on va commencer par un des premiers piliers, qui est la similitude. Donc, concernant le nombre et la couleur des chats, le texte peut se résumer à Chimène possède 6 chats dont aucun n'est gris. Comment on sait qu'elle a 6 chats? Parce que c'est écrit. Donc, Chimène donne à manger à ses 6 chats. Il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 5, il y en a 6. Et à la fin du texte, on voit Chimène lui répond non, elle ne possède aucun chat gris. Si on résume tout en un, ça fait Chimène a 6 chats, dont aucun n'est gris. Donc ça, c'est le cas. Comparons cette phrase à l'affirmation A qui dit que aucun des 6 chats de Chimène n'est gris. Le texte dit exactement la même chose, ça correspond à l'affirmation A, mais avec une formulation bien sûr différente. En d'autres termes, le texte et l'affirmation A sont similaires. Par conséquent, l'affirmation se déduit du texte. Donc c'est la A se déduit. On va voir un deuxième pilier qui est l'implication. Donc, concernant le nombre de chats, le texte se résume à dire Chimène possède 6 chats. On va comparer avec l'affirmation B qui dit que Chimène possède moins de 10 chats. C'est vrai, elle en a 6. 6 est un nombre inférieur à 10. C'est implicite. C'est une implication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait que 6 est un nombre inférieur à 10. Or, on sait que Chimène a 6 chats. Donc, comme on sait que 6 est inférieur à 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Chimène a 6 chats, ça veut dire la même chose, entre guillemets, d'une manière impliquée, que Chimène a moins de 10 chats. Parce que 6 est un nombre inférieur à 10. Donc, c'est quelque chose qui se déduit des affirmations. Donc, ça se déduit bien du texte. Donc, l'affirmation B dit que Chimène possède moins de 10 chats, mais le texte ne dit pas la même chose. Il dit qu'elle possède 6 chats, mais vu que 6 chats, c'est un nombre inférieur à 10, ce qui est toutefois correct. Et donc, le texte implique l'affirmation B. Si Chimène possède 6 chats, alors elle en possède moins de 10. Par conséquent, l'affirmation se déduit du texte. Dans la contradiction qu'on va démontrer ici, elle possède 6 chats et aucun n'est gris. C'est quelque chose qu'on comprend du texte. Et l'affirmation C dit qu'elle possède un chat gris, ce qui n'est pas vrai. Justement, on vient de dire qu'elle n'en a pas. Donc, l'affirmation C dit que Chimène possède un chat gris. Or, le texte dit le contraire. Aucun des 6 chats de Chimène n'est gris. Donc, l'affirmation C ne se déduit pas du texte. Et pour terminer, on voit la non-application. Donc, ici, donc toujours, le texte dit que Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris. L'affirmation D dit que Chimène possède au moins un chat noir. Alors, dans le texte, est-ce qu'on parle de chat noir? Non, donc on n'en sait rien. Peut-être qu'elle en a un, voire 2, voire 3, voire 4, voire peut-être tous ses chats sont noirs, mais ça peut être aussi le fait qu'elle n'ait aucun chat noir. Si ça se trouve, tous sont des chats blonds, roux, marrons, ou peu importe, mais aucun de ces chats est noir. Et ça, on ne sait pas, en fait. On ne sait aucune information vis-à-vis du nombre de chats noirs qu'elle a parmi ses chats. Donc, comme cette information ne se trouve pas dans le texte, on ne sait pas en déduire, du coup, l'affirmation D ne se déduit pas du texte. D'accord? Donc, si on regarde bien l'affirmation D qui dit que Chimène possède au moins un chat noir, or le texte ne dit pas que Chimène ne possède pas de chat noir, cette affirmation D n'est pas en contradiction avec le texte, mais c'est juste qu'on n'a pas l'information qui confirme cette affirmation. Et donc, ça ne se déduit pas du texte. Donc, il est possible qu'aucun des 6 chats de Chimène ne soit noir. Et donc, pour résumer, voici ce qui est dit. Donc, vous voyez, on résume tout ça. Donc, on résume les propositions, les affirmations, et on voit qu'il n'y en a que 2 bonnes propositions parmi celles qui étaient proposées dans l'exercice, qui sont déduites par le texte, par le principe de la similitude et par l'implication. Donc, dire que Chimène a 6 chats et aucun est noir, aucun des 6 chats de Chimène n'est gris, ce qui est directement dit, donc par la similitude, parce que l'affirmation ressemble à ce que le texte est dit en résumé. Dire que Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris, quand on dit que Chimène possède moins de 10 chats, c'est une implication, parce qu'on sait que le nombre 6 est inférieur à 10. Donc, peut-être que dans le texte, on n'a pas dit directement qu'elle a moins de 10 chats, mais en fait, on a juste reformulé autrement en disant qu'elle possède 6 chats. Donc, ça c'est tout à fait vrai, mais c'est juste que c'est formulé autrement. Donc, c'est une implication. Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris, excusez-moi. Donc, et quand on dit l'affirmation « Chimène possède un chat gris », ce qui est faux, c'est une contradiction par rapport à ce qui est dit dans le texte. Et pour terminer, Chimène possède 6 chats et aucun n'est gris.
c'est le texte, ce que le texte dit. Ben, l'affirmation dit que Chimène possède au moins un chat noir. On n'en sait rien. Si ça se trouve, elle n'a aucun chat noir. Le texte ne permet pas de confirmer si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chats noirs ou même voire aucun. Donc on n'a aucune information sur la couleur noire des chats. Donc c'est la non-implication. On ne sait rien du tout en déduire parce qu'on n'a aucune information vis-à-vis de la couleur de ces chats, en particulier la couleur noire. Le raisonnement par déduction, c'est quelque chose qui est vraiment... Ça ressemble au principe de ce qu'on a vu dans le syllogisme ou dans la logique propositionnelle avec les tables de vérité, de ce qu'on a vu dans le chapitre 3. Par exemple ici, il me faut la moyenne aux examens de mi-semestre pour avoir mon année. Si j'ai 9 sur 20, donc j'ai en dessous de la moyenne, je ne validerai pas mon année. Donc là, on comprend que il me faut, c'est une condition... La moyenne aux examens est une condition nécessaire parce qu'il me faut cette moyenne, c'est une obligation stricte pour réussir mon année. Avoir mon année, ça veut dire réussir mon année, donc réussir mon année. Si on résume ça, c'est réussir implique moyenne aux examens, d'accord? Donc, parce que, rappelez-vous, tout ce qui est à gauche de la flèche, c'est une condition suffisante, tout ce qui est à droite de la flèche, c'est une condition nécessaire. Il me faut, c'est pas il suffit, non, on dit il me faut. Faut, c'est une condition nécessaire. Donc, ça veut dire que la moyenne des examens est une condition nécessaire. C'est une obligation que, forcément, si j'ai réussi mon année, c'est dû au fait que j'avais eu forcément la moyenne à mes examens. Donc, la moyenne des examens, c'est une condition nécessaire. Donc, c'est ce qui se trouve à droite de ma flèche de l'implication. Donc, si on se rappelle bien notre théorie, la contraposée est l'équivalent de l'énoncé. Donc, la contraposée, c'est inverser les termes de manière négative. Donc, ça veut dire non M implique non R. Si je n'ai que 9 de moyenne, donc si je n'ai pas la moyenne, alors je ne validerai pas mon année. Ben, c'est ça que ça résume. Donc, voilà. Ça, c'est le principe. Bah, ici, c'est un peu ce qu'on avait vu dans la déduction qui est valide. La déduction valide, c'est le modus ponens, le modus tollens. Si vous rappelez, donc, le modus tollens, ici, on a un modus tollens, parce que en niant, en fait... le conséquent, donc le conséquent c'est avoir la moyenne à mon examen, ben, en niant le conséquent, ben, on affirme une négation de l'antécédent. Okay. Alors, au Canada, les avocats doivent passer le barreau pour exercer leur profession. Doivent, c'est un devoir, c'est une obligation. Donc le barreau est une condition nécessaire. En fait, passer au barreau, c'est une condition obligatoire, une condition nécessaire. Donc exercer la profession, moi je vais écrire P pour exercer la profession, barreau je vais écrire B. Donc, si on résume ça, c'est P implique B, parce que pour exercer la profession, il faut nécessairement passer par le barreau. Ok ? Parce que passer par le barreau, c'est une condition nécessaire. Équivalent de ça, c'est la contraposée. Non B implique non P. Donc, ça veut dire que si je ne passe pas le barreau, alors je ne pourrai pas exercer ma profession, donc c'est-à-dire défendre les clients en tant qu'avocat. Les statistiques indiquent que le cœur de cible de notre média et les femmes de 30 à 50 ans. Ok ? Je dois donc réfléchir à la rédaction d'un article en engageant qui plaise aux femmes de 30 à 50 ans pour argumenter mon taux d'engagement. Et donc ça, c'est aussi une déduction parce que vous savez que statistiquement, les personnes ciblées sont les femmes d'une tranche d'âge de 30 à 50 ans. Et donc si vous voulez réfléchir à une rédaction qui va être intéressant, ben vous devez donc cibler les individus qui sont intéressés, donc les femmes qui sont de cette tranche d'âge entre 30 à 50 ans. Voilà, ça c'est aussi de la déduction, de la logique. Et puis un dernier exemple, l'un de nos lecteurs nous suit depuis longtemps dans les réseaux sociaux. Alors, or, il nous reproche que nous ne répondons jamais à ses commentaires. Notre gérant de communauté devrait donc lui répondre immédiatement. Ben, c'est là que ça, c'est pas la déduction la plus logique de manière intuitive. Là, vous devez un peu plus réfléchir.
c'est le fait que si un lecteur vous suit plus longtemps dans les réseaux sociaux, s'il y a quelque chose qui est négatif, donc le fait que vous ne répondez pas à ses commentaires, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il ne va plus vous suivre dans vos réseaux, sur les réseaux sociaux. Donc il faut absolument, pour éviter ce problème, que le gérant de la communauté puisse vous répondre immédiatement. Donc voilà, ça c'est de la déduction alors non directe. Donc ça c'est la déduction directe. Ça c'est la déduction indirecte. C'est-à-dire que vous devez réfléchir le sens des phrases pour trouver un sens logique. Même si ce n'est pas directement dit par rapport au texte écrit en gras, vous devez réfléchir au sens logique, comment les choses fonctionnent. La logique et l'intuition, c'est un peu ce principe que parfois même, sans même lire le texte, on peut se dire qu'une affirmation est probablement la bonne réponse, ou même le contraire, qu'elle n'est pas la bonne réponse. Ça signifie que l'affirmation constitue ou ne constitue pas la bonne réponse pour autant. En effet, pour déterminer si une affirmation constitue ou non la bonne réponse, il faut quand même comparer les textes. Et donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire par vous-même, juste en étant attentif sur les mots-clés, sur les informations qui vous sont données. Et il est possible qu'avec l'intuition, en appliquant quelques règles de logique, que vous puissiez déterminer la probabilité qu'une affirmation constitue ou pas la bonne réponse. Et l'idée, comme toujours, c'est gagner du temps en commençant par comparer le texte, l'affirmation qui est la plus forte probabilité qui constitue la bonne réponse. Et donc, voilà, considérons deux affirmations. La masse de la Terre diffère de celle de Vénus. L'atmosphère de Mars est uniquement constituée de CO2. Alors, l'affirmation de A est très vraisemblable parce que la probabilité que les deux planètes aient une masse identique est proche de 0. Vous vous rappelez, si vous connaissez un peu votre astronomie, votre culture générale, que Vénus est quand même un peu plus grosse que la Terre. Vous savez que c'est... vous savez que voilà, le fait de dire qu'elles sont de masse identique, c'est pas très juste. Vous savez qu'elles sont de masse différentes. Forcément, rappelez-vous en physique que la valeur de G varie en fonction du rayon et de la densité de la masse de la Terre ou d'une autre planète. Et donc ça, vous savez que ça va varier, la valeur de G au niveau de la gravité. Enfin bref, pour dire qu'une planète, vous avez une sensation par exemple sur la Lune, vous savez que la Lune est plus petite, donc là la valeur de G est plus petite, et donc vous savez, c'est pour ça qu'on flotte un peu, enfin c'est pas qu'on flotte, mais on ne tombe pas directement avec une chute libre comme si c'était sur Terre. Donc voilà, donc c'est juste par la logique et l'intuition, vous savez que voilà, il y a des notions que vous devez savoir maîtriser en termes de culture générale. L'examen de raisonnement aussi nécessite en quelque sorte de la culture générale pour savoir raisonner. Alors, l'affirmation A a des grandes chances d'être correcte et on commencera donc par comparer le texte pour s'assurer qu'il constitue bien la bonne réponse. Donc voilà, donc vous choisissez d'abord, l'astuce c'est de trouver l'affirmation qui est la plus probable et ensuite vous regardez le texte. Et vous regardez le texte, qu'est-ce qu'il vous dit comme information. Donc c'est ça l'astuce, quand vous allez lire un texte, vous allez avoir des questions vis-à-vis d'un texte à l'examen de raisonnement, c'est regarder d'abord les questions, comme ça vous savez quels mots-clés vous devez chercher dans le texte, mais en même temps vous allez déjà avoir comme intuition de trouver l'affirmation qui est la plus logique, que ce soit avec votre culture générale. C'est rare qu'on vous sorte un texte de raisonnement qui est complètement infondé, qui est sur un truc qui n'est pas réaliste. Normalement, les questions, les textes pour la partie raisonnement, c'est toujours une question, un article scientifique sur la thyroïde, sur un truc sur la clinique, sur la médecine, sur des découvertes, des innovations, de la technologie, les vaccins, les antibiotiques. C'est des trucs de la vie de tous les jours, c'est des trucs réels. Donc, on ne va pas vous sortir un texte farfelu avec des trucs imaginaires. Non, normalement, c'est des trucs de la vie de tous les jours. Et si vous avez une culture générale, vous savez plus ou moins quelles propositions vous devez plus faire attention à cocher. Et vous allez revérifier dans le texte pour vérifier si c'est bien ce que vous pensiez. L'affirmation B, dire que l'atmosphère de Mars est uniquement constituée de CO2, est peu vraisemblable parce que la probabilité qu'une atmosphère soit constituée d'un seul composant est proche de 0. En tout cas, voilà. Ça a des grandes probabilités d'être incorrect. Et donc, on va quand même regarder, même si vous ne le savez pas, peut-être vous n'en savez rien que l'atmosphère de Mars est uniquement constituée de CO2, c'est à vous de regarder dans le texte et vous dire, tiens, cette proposition m'a l'air un peu bizarre, mais je vais quand même vérifier dans le texte si c'est le cas. Et en fonction de ce qu'on vous donne dans le texte, vous pouvez déduire que l'information B est fausse
ou pas, peut-être, éventuellement. Même si vous n'avez pas la culture générale pour savoir répondre, c'est pas grave, le tout est dit dans le texte. C'est juste que le fait d'utiliser votre culture générale et votre logique et votre intuition, ça va accélérer le processus pour savoir déterminer quelle est plus ou moins la bonne proposition à cocher. Et donc, c'est par ordre de probabilité. Et voilà, donc savoir qu'est-ce qui est la bonne réponse pour savoir cibler l'information que vous recherchez dans le texte. Voilà. Alors, une autre notion que nous allons parler, c'est l'analogie. Alors, l'analogie, c'est quelque chose qui va être en partie du grec, voilà, pour dire quelque chose qui se ressemble. C'est un peu cette analogie qu'on peut dire une comparaison, une correspondance ou un rapport de ressemblance entre deux choses, deux personnes, deux situations, deux notions qui possèdent des points communs en fait. C'est en fait faire un rapport de ressemblance, donc quelque chose qui se ressemble, et surtout trouver des points communs, que ce soit de n'importe quel ordre. Et donc, un autre synonyme pour dire une analogie, c'est la similitude, l'affinité, la correspondance, la ressemblance. Tiens, ça ressemble. Cette structure logique se ressemble, donc je vais appliquer la même chose. La similitude, ça se ressemble. Voilà. Donc, le sens figuré, c'est l'analogie, c'est un processus de pensée qui va consister à remarquer une similitude entre deux choses. Donc, la nature est de classes différentes. Donc, si on comparait deux choses ou une personne d'un même type, ou deux personnes, voilà, c'est faire l'analogie, dire que quelqu'un, il est rusé comme un renard. Pourquoi on dit ça? Parce que le renard est un animal qui est stratégique, qui quand il va attraper sa proie ou quand il va s'enfuir, il va toujours trouver les bonnes alternatives pour les réaliser. Et pour ça qu'on parle, il est rusé comme un renard, cette phrase veut dire son sens, le fait que l'animal est rusé. Okay, ça ne veut pas dire que vous êtes un renard, ça veut dire que vous avez le même sens de stratégie comme l'animal. Voilà, ça c'est des choses qui, voilà, en rhétorique, une analogie explicite est une comparaison, alors qu'une analogie implicite est une métaphorique. Enfin, c'est du détail, mais ce que vous allez juste comprendre, et en résumé, une analogie, c'est juste quelque chose qui se ressemble et qui ont des points communs. Donc le raisonnement par analogie, c'est une forme particulière du raisonnement inductif. Donc ça, il consiste en fait à quoi? C'est s'appuyer sur une analogie, quelque chose qui se ressemble, donc une ressemblance ou une association d'idées entre deux situations, et procéder en fait à une comparaison pour aboutir à une conclusion en appliquant la deuxième situation qui a les mêmes caractéristiques que la première. Et donc les analogies peuvent prendre plusieurs formes, comme une image, un symbole, un modèle, une métaphore. Et donc le raisonnement par analogie, c'est comme le raisonnement par induction, qui peut être très productif sur le plan scientifique et conforté par l'expérience. Et donc si vous savez que vous faites une analogie, par exemple, vous appliquez que la loi A applique la loi, enfin l'événement A implique l'événement B, et que l'événement B implique l'événement C, et que vous allez conclure que l'événement C implique l'événement A, vous, en gardant cette structure-là, quand vous allez avoir un autre raisonnement, si vous voulez faire l'analogie de raisonnement de quelqu'un d'autre, peut-être que quelqu'un va dire que si l'événement A implique l'événement B et que l'événement B implique l'événement C, cette autre personne va dire que l'événement A implique l'événement C, alors que l'autre personne dit que l'événement C implique l'événement A. Vous voyez que ils ont tous les deux, ces deux personnes, les mêmes informations, mais tous les deux ont une conclusion différente. Et l'analogie, c'est essayer d'imiter celui qui a la même conclusion entre deux situations. Je pense que, voilà, je n'ai pas un exemple ici. Ah, c'est dommage que j'en ai pas. Donc, ici, voilà un exemple. Benjamin Franklin dit que la foudre et l'étincelle électrique se ressemblent. Elles sont la même couleur, la même odeur, le même comportement sur le corps organisé. Donc Franklin a supposé que la foudre était une décharge électrique et que la foudre était attirée par les pointes comme le courant électrique, ce qui conduisait à l'invention du paratonnerre. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire que voilà, il y a deux choses qui se ressemblent, ils ont les mêmes caractéristiques. Du coup, on fait cette analogie entre les deux phénomènes. Si les phénomènes comparés sont d'ordre différent et ne peuvent être soumis à l'expérience, la conclusion émise n'est qu'une hypothèse qui ne peut être prouvée. Donc, une citation de Voltaire, c'est « L'univers m'embarrasse et je ne peux songer à ce que cette horloge existe, ni de point horloger. L'univers est complexe comme une horloge. L'horloge est créée par un horloger, donc l'univers doit avoir un créateur. »
Donc, en regardant à votre aise cette phrase, vous allez comprendre qu'est-ce que veut dire par l'analogie. En tout cas, la structure qui est donnée. Donc, j'essaie de vous donner un exemple plus concret de ce que vous pouvez avoir à l'examen. C'est voilà, vous avez une maladie qui vous donne une complication, donc un symptôme S, donc une maladie M1 qui donne un symptôme S1. Vous savez que pour ce symptôme S1, parce que vous savez que cette maladie est incurable, mais vous allez juste soigner, juste diminuer les symptômes. D'accord? Je ne sais pas, j'invente. Par exemple, vous avez une maladie qui fait que... qu'est-ce que je peux dire oui, est-ce que je peux te donner ça comme exemple? Je réfléchis. Oui, vous avez une maladie M1, il vous donne un symptôme S1, et en fait, le traitement pour ce symptôme S1, c'est le traitement T1, d'accord? Vous avez une autre maladie, une maladie M2, et il vous donne un symptôme S2, d'accord? Mais en fait, le symptôme S2 et le symptôme S1, ça se ressemble, d'accord? Donc, si vous savez que pour la maladie M1 qui présente qui se manifeste par un symptôme S1, vous donnez un traitement T1, d'accord? Eh bien, si vous avez une autre maladie qui donne un symptôme S2 qui ressemble au symptôme S1, quel traitement allez-vous donner pour quelqu'un qui a la maladie M2 afin d'atténuer ses symptômes? Le traitement T1 ou un autre traitement? Par analogie, comme vous savez que pour un même symptôme, vous allez donner le traitement T1, par conséquent, vous savez que pour une autre maladie qui exprime le même symptôme, vous allez donner le traitement aussi T1. Okay? Je donne un exemple. Pour une maladie M1, ça vous donne une toux. Voilà. Et en fait, votre principal but, c'est un traitement empirique pour diminuer les symptômes de la toux. Vous savez qu'une autre maladie va provoquer une toux. Vous savez, il y en a des milliers des maladies qui provoquent des toux. Mais si vous voulez diminuer les symptômes, le fait de diminuer la toux, vous savez que pour diminuer la toux, pour la première maladie, vous donnez au patient un sirop pour la toux, d'accord? Mais alors, si pour une autre maladie qui donne aussi de la toux et vous voulez juste diminuer les symptômes, dont la toux, qu'est-ce que vous allez faire? Par déduction et par analogie, vous allez aussi lui donner un sirop pour la toux, même si ce n'est pas la même maladie à la base, mais juste parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes symptômes. Donc vous faites une analogie. D'accord? On va continuer par le raisonnement disjonctif. Alors, le raisonnement disjonctif ou la disjonction logique, c'est, voilà, vous avez l'événement A, l'événement B, et c'est en fait la conjonction, donc tout ce qu'on a vu dans le chapitre 1, qui fait que vous avez A ou B, sauf que c'est un ou exclusif. Ça veut dire que quand les deux événements sont réalisés, en fait, le A ou B est faux. Alors que dans un ou inclusif, donc c'est-à-dire une disjonction non exclusive. Pourquoi j'ai parlé de conjonction? Excusez-moi, je voulais dire une disjonction, donc une disjonction non exclusive, le fameux ou qu'on connaissait, A ou B, parce que soit on a A, soit on a B, soit on a les deux qui sont vrais. Alors que dans la disjonction exclusive, vous avez soit A ou soit B, mais pas les deux. C'est ça que ça veut dire. Et donc, si P et Q sont deux propositions P ou Q, notez P ou Q avec un petit... On marque soit un U, on écrit un U ou un petit V pour dire ou, est vrai si au moins un des deux, si au moins l'une des deux est vraie, ce qui revient à dire que P ou Q est faux, uniquement si P et Q sont faux tous les deux. Et donc ça, c'est la disjonction logique. Donc ça, c'est ce que vous connaissez tous, c'est la disjonction inclusive. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça veut dire que, voilà, ça c'est la disjonction exclusive, ce tableau ici. Mais ce que vous avez vu dans le cours du chapitre 3, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est de la disjonction inclusive ou non exclusive. Donc voilà. Mais par contre, la disjonction exclusive, ça c'est autre chose. On écrit XOR.
ou on écrit W à la place de V, ça dépend de la littérature, ben, c'est-à-dire que P ou Q, mais de manière exclusive, n'est vrai que si une des deux et une seule des deux, que ce soit P ou Q, est vraie. Parce que si on a les deux qui sont vrais en même temps, c'est pas possible. C'est parce que c'est exclusif. Donc, si A est vrai et B est vrai, ben, A ou B, de manière exclusive, est faux. Alors que dans l'inclusion, la disjonction de type inclusif, ben, normalement, A ou B devrait être vrai. Donc ça, c'est à faire la différence entre la disjonction exclusive ou inclusive. Donc voilà. Donc ça, tout ce qu'on a vu ici, c'est ce qu'on a vu au chapitre 3 des raisonnements. Et ça, c'est la nouveauté, c'est la disjonction exclusive. Okay, donc ça veut dire que c'est le même tableau de signes, sauf que quand on a les deux événements qui sont vrais, à la place que A ou B soit vrai, ben en fait, c'est A ou B est faux. Et donc, le dilemme est un raisonnement disjonctif dont la particularité est que chacune des deux propositions aboutit à la même conséquence, que ce soit A ou que ce soit B qui sont réalisés, ben, de toute façon, quand les deux ils sont là, ben, c'est pas possible qu'ils existent simultanément, c'est soit l'un ou soit l'autre de manière très exclusive. Et donc ça, c'est le principe du dilemme. Donc le dilemme est une disjonction exclusive. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que vous avez soit ce choix-là, soit cet autre choix, ou A, ou soit vous avez le choix B, mais vous ne pouvez pas avoir le choix A et B en même temps. Quand on vous propose, vous voulez de la mousse au chocolat, ou vous voulez un gâteau au chocolat, vous ne pouvez pas prendre les deux desserts. Vous avez soit l'un ou soit l'autre, okay, quand vous allez vous inscrire pour un menu. Donc ça aussi, quand vous allez proposer un traitement chez un patient, vous dites, voilà, pour votre cancer, soit on vous fait une radiothérapie, ou soit on vous fait une chimiothérapie. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça dépend en fait. Il y a des cancers où on doit faire la radio et de la chimio en même temps, ou de la radio, de la radiothérapie ou de la chirurgie. Mais imaginons que c'est un cancer où c'est soit l'un ou soit l'autre. Voilà, on fait une chimiothérapie et non, excusez-moi, une radiothérapie, voilà, parce que c'est beaucoup plus local, parce que la chimiothérapie est plus systémique. Donc une radiothérapie pour soigner une tumeur, voilà, et vous avez, soit l'autre proposition, c'est vous proposez une chirurgie, parce que la taille est resécable, donc c'est possible, mais parfois, rien en médecine n'est noir ou blanc, vous avez une zone grise, vous pouvez faire soit de l'un, soit de l'autre, on ne sait jamais qui est-ce que le plus efficace, parce que ça, ce sera des études scientifiques, des statistiques qui vont permettre de savoir que, en fait, en fin de compte, c'est la radio pour ce genre de tumeur, parce que chaque tumeur est différent, chaque cancer est différent, que la radiothérapie est plus efficace que la chirurgie, ou l'inverse. Mais imaginons que on n'en sait rien, qui des deux est le plus efficace. Si on vous propose, vous avez le choix entre la radiothérapie et la chirurgie, vous choisissez laquelle, vous avez compris que vous ne pouvez pas faire les deux. D'accord ? Bien qu'il existe, pour certaines tumeurs, on fait la radio avant, puis on fait une résection chirurgicale, et puis on refait une radio pour éliminer le reste des résidus cancéreux. Mais bon, ça, c'est un autre débat, ça, c'est une autre histoire. Mais supposons que vous n'avez pas le choix, vous avez soit l'un, soit l'autre, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Ok, enfin, le problème, c'est qu'il faut imaginer le contexte. Et il faut trouver je n'ai pas un bon exemple ici, mais à l'examen, si vous voyez un énoncé qui prouve bien que vous avez ce choix A ou le choix B et pas les deux, c'est une disjonction exclusive. Okay. Alors, le raisonnement dont l'une des deux prémices affirme une disjonction exclusive, une alternative entre les deux propositions, c'est que l'autre prémisse affirme ou refute la vérité d'une des deux propositions. Et donc, la conclusion refute ou affirme la vérité de l'autre. Donc, un exemple 1, A ou B est vrai, or A est fausse, donc B est vrai. Donc, ce raisonnement est valide, parce que c'est un ou disjonctif, un raisonnement qui fait que voilà, si A est faux, alors B est vrai, parce que nous savons que A ou B est vrai. Donc ça, c'est inclusif, ça, c'est le raisonnement inclusif que nous connaissons. D'accord ? Donc, nous savons que si les deux, A ou B est vrai, ok, votre table de signes, et vous savez que A est fausse et donc B, vous savez que A est fausse et donc B est vrai, vous savez que il faut un des deux pour que un des deux soit faux ou vrai pour avoir la réponse pour l'autre. Donc c'est à dire que si A est faux, vous savez que B est vrai,
Et vice-versa, si A est vrai, alors B est faux. Ça, mais en fait, vous voyez que même pour l'inclusif ou l'exclusif, c'est la même chose. Si vous avez ici, donc A est faux et B est vrai, donc A est faux, B est vrai, vous avez A ou B qui est vrai. C'est valable autant que ça soit pour l'inclusif ou pour l'exclusif. Hein. Donc ce raisonnement est valide, il valide tout le temps, peu importe si le ou est inclusif ou exclusif. Maintenant, si on vous dit que A ou B est vrai, mais que A est vrai, donc B est fausse. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc on dit que A ou B est vrai, d'accord? On dit que or A est vrai et B est fausse. Ben, voilà, si l'un est vrai et l'autre est faux et vice-versa, vous savez que ce raisonnement est toujours valide. D'accord? Mais, alors, dire que si la disjonction est exclusive, le raisonnement est valide, c'est pas totalement vrai. Je ne suis pas trop d'accord. C'est vraiment, si on vous dit que A ou B est vrai, d'accord, mais qu'on vous dit une situation où, si on vous dit que A est vrai et B est fausse, et on vous donne ces deux informations en disant que voilà, qu'il n'y a pas de possibilité de dire, donc ce que je veux dire par là, si on vous donne les deux simultanément, et que vous savez qu'il y avait un qui était vrai et l'autre est faux, et vice-versa, d'accord? Mais qu'on ne vous donne pas une situation qui vous affirme que, voilà, le fait que si A est vrai et B est vrai, alors A ou B est vrai, ben, si on ne vous prouve pas que en fait, les deux peuvent être réalisés en même temps, ben, ça veut dire que ce n'est pas une disjonction inclusive, c'est en fait justement la disjonction exclusive. C'est ça que ça veut dire en fait. J'ai mal structuré le truc, mais voilà, si on vous donne ces informations-là, voilà, on dit que ce raisonnement est valide parce que A est faux, alors B est vrai, pour dire que A ou B est vrai. Mais en fait, il y a un autre truc, c'est que dans le raisonnement de disjonction inclusive, quand on vous dit que A ou B est vrai, ok, si A est faux, ok, vous avez au moins B qui est vrai, parce qu'il faut que soit l'un ou soit l'autre soit vrai pour que A ou B soit vrai, d'accord? Donc ce raisonnement est valide, peu importe que ça soit un raisonnement de type disjonction inclusif ou exclusif. Maintenant, l'autre truc, c'est si je dis que A ou B est vrai, mais que je dis que A alors là, je change. Je dis que A est vrai. D'accord? Donc si je dis que A est vrai, alors dans l'exclusif et dans l'inclusif, ça ne va pas être le même raisonnement. Si je dis que A ou est vrai, ben, il y a deux situations dans l'inclusif qui fait que A ou B est vrai. Si A est vrai, c'est soit de dire que B est faux ou que B est vrai. Donc ça, c'est le raisonnement inclusif, de la disjonction inclusive. Parce que nous savons qu'il suffit qu'un des deux soit vrai ou bien que tous les deux soient vrais pour que A ou B soit vrai. Et donc ça, c'est la disjonction inclusive. Dans l'exclusif, c'est on n'a qu'une seule et une seule, de manière univoque, réponse possible. C'est que si A est vrai, alors l'autre est d'office vrai. Faux, pardon. L'autre est faux. Donc si un est vrai, l'autre est faux. Donc A est vrai, donc B est faux. Parce que nous rappelons que notre table de vérité dit que quand on a les deux qui sont vrais, ben, c'est pas possible d'avoir A ou B qui est vrai. En fait, justement, il est faux dans le cadre de l'exclusif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ce raisonnement-là, on peut être dans l'inclusif, tout bien comme être dans l'exclusif. Mais par contre, quand on sait que A est vrai et qu'on sait que B est fausse, et uniquement B est fausse, et on ne sait pas que si B est vrai parce qu'on a une réponse directe, on n'a pas une ambiguïté, on dit directement que donc B est faux, à la place de dire que donc B est soit vrai ou soit fausse, on a compris directement qu'on est dans le raisonnement exclusif, parce qu'il n'y a qu'une seule et unique réponse. Et donc, ça veut dire qu'on comprend bien qu'il y a un raisonnement de type exclusif. Ok? En effet, si A est vrai et B est nécessairement faux, pour que A ou B soit vrai, mais la disjonction ou n'est pas exclusive, le raisonnement n'est pas valide. Donc si on était dans un raisonnement non exclusif, donc c'est-à-dire
une disjonction inclusive, bah alors si on dit que A ou B est vrai, or A est vrai, donc B est soit vrai ou soit fausse, vous voyez qu'on n'a pas une conclusion valide parce qu'on a une ambiguïté, on ne sait pas si B est vrai ou si B est fausse. Vous pouvez faire votre table de vérité comme on a vu dans le chapitre 3. Donc c'est pour ça que quand on donne une conclusion directe et univoque, on comprend directement que dans cette situation-là, dire que A ou B est vrai et or A est vrai, donc d'office B est fausse, à la place de dire que B est soit vrai ou soit fausse, c'est qu'on a compris que la disjonction ici est de type exclusif. En effet, le fait que A soit vrai n'empêche pas B d'être vrai. Pour que A ou B soit vrai, en outre, le raisonnement n'est valide que s'il y a d'autres possibilités que A ou B et que le lien entre le principe et la conséquence ne soit pas discutable. Enfin voilà, ça c'est le principe du raisonnement disjonctif. Le dilemme est un raisonnement donc disjonctif sur lequel on part de deux prémisses qui sont des propositions incompatibles. L'une est vraie si l'autre est fausse et inversement, aboutissant tous les deux à la même conséquence et aux conclusions. La même conclusion, qui s'impose donc comme vraie. Donc le choix des deux prémisses est laissé à l'interlocuteur. Quel que soit le choix effectué par ce dernier, il arrivera à une conclusion voulue par l'initiateur du dilemme. Le dilemme d'Aristote, ou bien il faut philosopher, ou bien il ne faut pas philosopher. Or, pour savoir s'il faut philosopher, il faut philosopher, donc philosopher est vrai. Et pour savoir s'il ne faut pas philosopher, il faut encore philosopher. Conclusion, il faut philosopher. Donc vous voyez que si on a A ou B, ok, qui est censé être vrai, ben, il faut qu'un des deux soit vrai. Et donc, on sait que pour philosopher, s'il faut philosopher, il faut philosopher. Donc là, on voit que on est dans notre table de vérité. On cherche tout ce qui est A ou B qui est vrai. Donc, soit l'un est positif, soit l'un est négatif, soit l'un est vrai et l'autre est fausse, ou vice-versa. Et donc, dans ce dilemme, en fait, on comprend que si philosopher et on le fait, eh bien alors le fait de ne pas philosopher n'est pas fait. Donc ok, ça contredit l'autre. Donc vous voyez que si l'un est vrai, l'autre est faux. Si l'autre est vrai, alors le précédent enfin voilà, si l'un est vrai et l'autre est faux, ben ça peut s'inverser aussi. Ok. Et donc le vrai dilemme ne fonctionne que si les deux prémisses ne peuvent pas être fausses en même temps. Donc c'est le principe qu'il y a d'autres... On parle de faux dilemme en fait. Donc c'est ça le principe. Donc le vrai dilemme, c'est si les deux prémisses ne peuvent pas être fausses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans la première situation de notre table de vérité. Donc c'est éviter que A ou B soit faux. Si A ou B est faux, donc dans notre table de vérité, donc ici, si on est ici dans cette situation, ce n'est pas un dilemme, c'est un faux dilemme. Donc les dilemmes, c'est ça. Il faut que A ou B soit vrai, c'est ça que ça veut dire. Il faut que, de toute façon, si on fait un des deux choix, on arrive à une conclusion qui est A ou B est vrai. Mais ici, alors ça, c'est un vrai dilemme. Par contre, quand nous sommes ici, en fait, on parle de faux dilemme parce que c'est pas possible. C'est lorsque on prend aucun des deux choix, ben voilà. C'est ça le principe. C'est qu'on a les deux qui sont fausses en même temps. Donc ça, c'est le principe du faux dilemme. Quand les deux sont faux en même temps, on parle de faux dilemme. Quand un des deux est vrai, ben, on a A ou B qui est vrai, donc c'est le vrai dilemme. C'est ça la différence entre le vrai et le faux dilemme.